Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Plus de 60 ans après vos débuts, vos chansons demeurent plus que jamais dans la note. Vous remontez sur scène le temps d'une soirée exceptionnelle, dans un bal, histoire de montrer que vous êtes plus que jamais dans la danse. Bonjour Jean-Jacques Debout. Bonjour Jacques. Alors effectivement, 22 mars, date importante, votre rentrée au bal Blomet à Paris. Une soirée importante qu'on va évoquer d'ailleurs en filigrane et tout à l'heure dans les clés d'une vie, parce que j'ai choisi quelques-unes des chansons, et on va les évoquer, qui seront présents ce soir-là pour ce concert exceptionnel. Oui, mais ça me fera très plaisir. Ce qu'il y a, c'est que ça fait exactement maintenant 15 ans que je suis pas remonté sur scène pour chanter, pour faire du tour de chant, comme on disait. La dernière fois, c'était au Palais des Congrès, il me semble. Oui. Hein, et avec Charles Trenet qui était monté sur scène pour chanter avec vous. Je l'avais appelé pour chanter La Mer et autour de lui, on m'avait dit non, il veut la chanter avec personne. Même des vedettes très consacrées de son époque avaient cherché à la chanter avec lui, il avait toujours refusé. Alors on m'avait dit, écoute, Charles, il est un peu imprévisible, au dernier moment, il est capable de monter, et il est monté, et il y a été, il est venu près de moi, et on a chanté La Mer tous les deux. Et c'est un de mes plus beaux souvenirs de toute ma vie et de cette pauvre carrière qui m'a accompagné. Oh oui, une pauvre carrière quand même avec pas mal de succès. Et on va évoquer d'ailleurs des dates clés, c'est le principe des clés d'une vie. Le 29 avril 1959, c'est votre première télé avec cette chanson qui sera au bal Blomet. En casquette à galons dorés, en capote à boutons dorés, tout au long des jeudis sans fin, voyez passer les orphelins. Le magazine de la chanson d'André Salvé, qui a écrit beaucoup de chansons lui aussi, et une soirée présentée par Jacqueline Joubert, qui était la pionnière du talk-show, et vous chantez cette chanson. Oui, et le réalisateur était Alexandre Tartat. Exactement, qui a réalisé les conférences de presse du général de Gaulle. Absolument, oui. Alors, c'est vrai que cette chanson, elle a changé votre vie. Complètement. Parce qu'au départ, vous aviez participé à un concours réservé aux amateurs. Je crois que c'est les prodiges de Beer à Radio Luxembourg. Oui, parce que, voilà, j'étais à l'école du spectacle, rue du Cardinal Lemoine, et comme j'étais vraiment un zéro parfait à l'école, ma mère avait fini par... je lui disais, non, je voudrais faire... je voudrais aller dans le spectacle, Et puis un jour, elle avait rencontré une dame qui lui avait dit « Mon fils est pareil, il fait rien à l'école. » Mais depuis que je l'ai mis dans cette école du spectacle de la rue du Cardinal Lemoine, eh bien, il n'y avait pas d'école le matin, parce que, comme en général, c'était des gosses qui jouaient le soir ou l'après-midi dans des radios ou le soir dans des théâtres, j'avais été choisi avec 3 élèves, et une petite élève qui un jour va devenir Dany Saval. Et on avait été choisi pour Radio Luxembourg, dans une émission produite par Mariti Carpentier. Oui, qui débutait. Oui, et qui s'appelait Tante Lucie, l'émission, et celle qui faisait Tante Lucie était Pauline Carton. Oui. J'ai donc débuté avec Pauline Carton. Voilà. Et Mariti Carpentier a ensuite produit une émission avec Tante Jacqueline, qui était Jacqueline Maillan. Ah oui. Voilà. Alors il se trouve que ça a changé votre vie parce que finalement, vous avez remporté le premier prix de ce concours et le disque est sorti et ça a marché. Mais je crois que la découverte de votre musique, la musique au départ, Jean-Jacques Debout, c'est l'opéra avec votre maman. Oui, oui. Ça, vous étiez fasciné par l'opéra, vous étiez le plus près possible de l'orchestre. Ah bah oui, oui. Ma grand-mère surtout, la mère de mon père, ma grand-mère paternelle m'emmenait avec ma mère à l'opéra. Je me souviens, on avait été écouter L'Enfant et les sortilèges de Maurice Ravel. Et moi, on me mettait au premier rang parce que ma grand-mère était amie avec le chef d'orchestre de l'époque qui s'appelait André Cluitens. Et disons que j'étais vraiment très gosse, alors j'arrivais pas à suivre tout ce qui se passait dans l'opéra. Mais ce que j'adorais, c'est être près de l'orchestre et de voir jouer les musiciens dans la fosse d'orchestre. Ça, c'était pour moi le plus beau spectacle qui pouvait m'arriver. Et c'est pour ça que ma grand-mère, grâce à André Cluitens, trouvait toujours 2 places au premier rang pour que je puisse voir jouer l'orchestre de très près.
Alors, il se trouve aussi que votre première direction d'orchestre, ça a été à l'école paroissiale de Saint-Mandé, où vous dirigiez les enfants. Et attention, il ne fallait pas faire de fausses notes, Jean-Jacques Debout. Oui. Et dans les chanteurs, il y avait celui qui va devenir Jean-Paul Goude, et qui va épouser après Grace Jones, qui va chanter La vie en rose en disco. Et je vois toujours Jean-Paul, qui est mon plus vieil ami d'enfance. Il se trouve aussi que vous avez été chanteur et soliste de la chorale La Cigale. Oui. Qui était une sorte une filiale des petits chanteurs à la Croix-de-Bois. Oui, mais ça, c'était au Collège de Juilly. Avec, effectivement, Jean-Paul Goude et Jacques Messrine. Et Jacques Messrine, bien sûr, avec qui je servais la messe le matin. Voilà. Et vous avez aussi chanté un jour Place du Tertre, et ça a changé votre vie parce que vous avez gagné une place dans un cabaret qui s'appelait Chez Pomme. Oui. Mais je ne sais pas où vous allez chercher tout ça. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été important ce soir-là. C'est-à-dire que ma grand-mère maternelle dirigeait l'imprimerie rue du Croissant du journal L'Humanité. Et ce concours de chant était organisé un peu avec le soutien du journal. Et ma grand-mère savait que j'allais souvent chez elle, parce que j'adorais aller chez elle. Rue du Croissant, il y avait les petites baraques, les grands boulevards. Elle me donnait des places pour aller voir les opérettes. C'est comme ça que j'ai pu assister aux adieux de Mistinguett, et puis j'ai vu la création de la Route Fleurie avec Annie Cordy, Bourvil. Et Georges Guettari. Et Guettari, bien sûr, mais j'étais devenu surtout ami avec Bourvil. Dès que je le pouvais, j'allais voir Bourvil pour lui demander de me faire des autographes sur des papiers et tout. Et il était adorable parce qu'il me parlait. Et puis, je pense que je le faisais rire un peu. Et voilà. Et j'adorais ce milieu-là. Je sentais que ma vie allait en faire partie parce que je ne pouvais pas m'imaginer autrement que là-dedans. Et puis, un jour, rue du Croissant, il y avait une petite annonce chez une petite boutique d'édition de musique qui s'appelait L'Abbé. Et il y avait un petit papier, il y avait marqué « Édition Raoul Breton, 3 rue Rossini, cherche coursier, si possible motorisé ». Et je dis à ma grand-mère, tu sais, moi, à l'école, c'est fini, j'avais loupé mon certificat d'études, mon père m'avait dit il faut que tu te trouves du travail. Mais il avait raison. De toute façon, t'es pas fait pour les études, mais ça, je le savais depuis longtemps. Et je dis à ma grand-mère, j'ai envie d'aller me présenter pour essayer d'obtenir cette place. Mais il faut être motorisé. Et là, elle me dit, écoute, il y a un petit café en face de mon bureau, rue du Croissant. Tu sais, c'est ces petits cafés où ils vendaient aussi du charbon, tous les trucs. C'est une époque. Et il y a un vélo Solex d'occasion à vendre. Si tu veux, je me renseigne. Alors, elle avait été se renseigner, puis le monsieur lui avait dit « Oh, Madame Coudray, vous m'amenez toute la presse quand vous sortez de votre journal, vous me voyez vous vendre ce vélo d'occasion ?» Elle lui dit « C'est pour mon petit garçon, parce que c'est une place où il faut qu'il soit motorisé. » Alors, il lui a dit « Écoutez, je lui offre, qu'il vienne cet après-midi le chercher, je lui donne. » Et voilà comment c'est né. Alors, il se trouve que j'en reviens à ce cabaret La Pomme, où vous êtes à Montmartre, parce que ce soir-là, il y a quelqu'un qui va vous découvrir pour la première fois, et ce quelqu'un, vous allez lui rendre hommage au bal Blomet avec l'une de ses chansons. Quand descend le soir, je vais seul m'asseoir sur le banc de bois, mais tu n'es pas là. Charles Trenet, Quand descend le soir, que vous allez chanter au bal Blomet, et ça c'est une chanson, c'est pas la plus connue. Non, mais il m'avait raconté l'histoire. Pour moi, c'est une des plus belles chansons de Charles Trenet. C'est pas le coup qu'elle soit de Charles Trenet. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre parfait, cette chanson. Et un jour, puisque vous le savez bien, on a dîné souvent ensemble avec lui, hein. Et un jour, je sais pas pourquoi, je lui dis « Charles, pourquoi tu chantes jamais Quand descend le soir ? Ça fait partie de tes plus belles chansons. » Il me dit « Je vais te dire pourquoi. » Il me dit « Figure-toi que j'avais écrite pour Maurice Chevalier, qui m'avait dit « Charles, vous m'avez porté chance avec Il y a de la joie, écrivez-moi une autre belle chanson. » Et Charles me dit « J'avais mis tout mon cœur pour lui écrire donc une deuxième chanson. Je vais pour lui chanter la chanson accompagnée de Raoul Breton, Là-bas à Marne-la-Coquette. »
où il y avait un petit piano dans le petit salon de musique de Chevalier. Et puis je lui chante Quand descend le soir. C'était en 1948. Et il écoute la chanson et il me dit « Mon cher Trenet », il l'appelait, hein, il n'arrivait pas à l'appeler Trenet. Charles l'imitait très bien. « Alors, mon cher Trenet, oui, votre chanson est bien, mais dedans, vous parlez d'une pomme de terre. Il y a le mot pomme de terre, ça me gêne. Je ne me vois pas sur scène en train de parler de pomme de terre. » Et Charles me dit, je m'étais aperçu qu'il n'avait pas vraiment bien écouté les paroles. Oui, effectivement, je parle d'une pomme de terre, mais ça avait un peu frustré Charles Trenet de voir qu'il accrochait sur le mot pomme de terre et il me dit, tu vois, c'est comme ça qu'il n'a pas chanté la chanson. Et puis moi, je me suis mis dans la tête, me dit Charles, qu'au fond, la chanson était peut-être pas aussi bien que ça. Alors j'avais laissé un peu tomber. Mais moi, quand je l'entendais chanter ça, je me disais, mon Dieu, quelle chanson, quelle mélodie. Puis alors, c'est une chanson complètement de jazz. C'est du jazz, cette chanson. Alors, au Bal Blomet, j'avais tellement envie de la chanter depuis longtemps que je me suis dit, eh bien, au Bal Blomet, je vais la mettre en numéro 2 avec tout mon orchestre de jazz qui va être là derrière moi. Ben c'est génial. En tout cas, le Bal Blomet, c'est une chose, votre répertoire en est une autre. Et il y a une autre date importante dans votre vie, c'est le 30 octobre 1963. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Jacques Debout. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Jacques Debout. Une date importante, le 22 mars, le Bal Blomet, votre retour sur scène après 15 ans, ouais. Avec des chansons, on en a évoqué quelques-unes. Et puis là, une chanson qui ne sera pas sur scène, mais qui est importante dans votre vie, qui est liée à un film sorti le 30 octobre 1963. Pour moi, la vie va commencer en revenant dans ce pays. Un énorme succès, film D'où viens-tu Johnny. La chanson a été un succès et du film on a dit, le film s'adresse aux lecteurs de Tintin autant qu'à ceux de Salut les copains. Johnny, c'est un peu Tintin qui aurait grandi. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que cette chanson, vous l'avez écrite, vous l'avez enregistrée vous-même après Johnny. Oui, et puis après j'ai enregistré ce qu'on appelle un medley, dans lequel elle est, et je la chanterai quand même au Bal Blomet, mais dans le medley. Voilà, parce que cette chanson, finalement, c'est lié à un film où, à la fin du film, Johnny et Sylvie ont annoncé leur fiançailles, ce qui vous a attristé, mais c'est passé avec le temps. Oui, on peut pas... Je m'étais un peu fâché il n'y a pas si longtemps avec Sylvie, mais avec Sylvie, ça n'a jamais duré très longtemps, les fâcheries. Alors, vous êtes surnommé à l'époque par Lucien Baudard, Jean-Jacques Debout, la chance des autres, car vous avez beaucoup travaillé pour les autres et fait beaucoup de succès pour les autres. Oui, enfin, c'est ce que Lucien Baudard avait marqué. Oui. Mais moi, j'adorais ça. D'abord, moi, je suis pas mon type d'homme personnel. Hein. Je suis pas quelqu'un qui est persuadé que... J'ai même des fois des moments où je me supporte pas, pour vous dire la vérité. Oui. Mais par contre, j'aime beaucoup les artistes. J'aime beaucoup le monde des artistes. Et j'ai toujours aimé écrire pour les uns, pour les autres. Et là, j'ai rencontré des grandes joies. Et puis surtout, ma plus grande joie que j'ai rencontrée, c'est quand j'ai rencontré ma petite Chantal. Et que sur les Champs-Élysées, elle venait d'aller voir sa grand-mère qui venait de décéder, rue Anatole de la Forge. Et puis par hasard, moi, je sortais d'avoir été à la première de L'Homme de Rio, parce que j'étais un grand ami de Jean-Paul Belmondo, que j'avais connu avant qu'il fasse du cinéma. Et puis, il faisait très très chaud. Je me dis, je vais remonter les Champs-Élysées tranquillement pour aller manger un club sandwich au drugstore des Champs-Élysées. Et tout d'un coup, je me retrouve face à face avec une petite jeune fille que j'avais rencontrée 1 an et demi avant. Mais on s'était même pas échangé nos numéros de téléphone. J'avais compris que j'étais pas non plus... j'étais rien du tout. Et puis je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites là ? Elle me dit, je viens d'aller embrasser ma grand-mère. Et je lui dis, mais si on dînait ensemble ce soir ? Et elle me dit, écoutez, pourquoi pas ? Je vais prévenir chez moi et tout. Et puis on s'est jamais quitté. Et c'est devenu Chantal Goya. Voilà. Et vous n'imaginiez pas à l'époque que 60 ans après, une 4e génération fredonnerait ce refrain.
nos sorts, les violons de Paris. Nous chantons tous le jour et la nuit. Les petits-enfants, arrière-petits-enfants des premiers fans sont déchaînés dans la salle et c'est plein partout. Et ça vous surprend quand même, Jean-Jacques Debout? Ça me surprend, oui, mais en même temps non, parce que Chantal, qui n'était pas du tout faite pour chanter, puisque bon, elle chantait comme un enfant chante dans la cour de l'école, mais je trouvais qu'elle avait une voix agréable. Je savais bien que c'était pas une grande chanteuse, mais je me sentais l'envie de lui écrire des chansons. Mais quand vous voyez aujourd'hui les petits-enfants se précipiter sur scène, les arrière-petits-enfants, pour l'embrasser, qu'est-ce que vous ressentez? Ah bah, j'ai les larmes aux yeux, parce que... Mais ça c'est dû à elle, hein, c'est sa présence. Elle a une présence, c'est comme un aimant, Chantal. Elle a quelque chose qui aimante. Elle est... Alors, si je vous dis elle est formidable, on va dire oui, bah, c'est normal qu'ils disent que sa femme est formidable. Mais c'est pas ça, c'est qu'elle a ça en elle, et je pense même qu'elle le savait pas. Oui, mais je pense même aussi que vous avez beaucoup travaillé, ce qui sont devenus des revues, et le côté Chantal Goya avec les revues sur scène, vous le devez beaucoup aussi à Roland Petit, qui vous a appris plein de trucs, Jean-Jacques Debout. Bah oui, parce qu'un jour, Roland Petit m'appelle au téléphone, je le connaissais pas, il me dit « Je suis Roland Petit, j'ai eu votre téléphone par Pierre Berger, que vous connaissez un peu. » Oui, je connaissais Pierre Berger pour le voir le soir quand je jouais du piano à la Closerie des Lilas. Et puis j'avais rencontré Yves Saint-Laurent aussi, qui venait, et on se parlait un peu, mais enfin on n'était pas... Et puis il me dit, figurez-vous que Pierre Berger m'a dit de vous appeler, parce qu'il vient d'acheter le bail du Casino de Paris à Henri Varnat, enfin à l'héritier d'Henri Varnat qui vient de décéder, et il vient de racheter le Casino de Paris pour sa femme Zizi Jeanmaire. Il va monter une grande revue. Et Monsieur Pierre Berger lui a dit que, en tant que musicien, vous venez de faire une chanson qui s'appelle Comme un garçon pour Sylvie Vartan, qui est une véritable chanson de revue, avait trouvé Roland Petit, et je voudrais savoir qui l'a faite. Alors Berger lui a dit, c'est Jean-Jacques Debout, mais on le connaît, il vient jouer du piano le soir des fois. Et bien il a dit, je veux le rencontrer, et il m'a téléphoné, il m'a donné rendez-vous au Casino de Paris. Et puis il m'a dit, écoutez, voilà, je vous propose d'écrire les chansons, la musique de ballet. Il m'a confié toute la musique de cette revue qui s'appelait La Revue. Mais en même temps, il vous a appris tous les trucs, parce qu'il y a un rythme particulier dans la revue. Ah bah oui, il m'a prévenu, il m'a dit, vous savez, c'est pas des simples chansons. Il faut qu'il y ait un départ où il y a de la danse, et puis à un moment, il y a le refrain de la chanson qui doit être mémorisé par le public. Mais après, il y a les danseurs qui arrivent. Enfin, c'est un peu spécial, la revue. Les gens qui en ont fait le savaient. Oui, et il y a même un truc, on disait qu'il y a la première partie, il fallait faire un final esquimau pour que les gens aillent acheter des esquimaux, et un final métro pour que les gens repartent heureux. Et c'est vrai que quand on voit Chantal Goya avec les introductions et le spectacle, c'est ce que vous proposez exactement, Jean-Jacques Debout. Oui, exactement. Je lui ai épinglé comme un couturier épingle une robe sur son mannequin préféré, disons. Ces revues, c'est pas bête de dire que ce sont des revues, parce qu'en fait, je les ai bâties un peu grâce à Roland Petit, qui m'a appris vraiment comment on bâtissait une revue. Des revues au Casino de Paris, et Paris, justement, vous le chanterez au Bal Blomet avec ce titre. Les rues de Paris qui défilent aujourd'hui devant moi me rappelle ainsi les balades en moto avec toi. C'est vrai que Paris, ça a été votre quartier général. Vous avez croisé tout le monde à Paris. Vous avez croisé Kessel, vous avez croisé André Breton, Le Berger. Oui. Vous avez rencontré tout le monde, Jean-Jacques Debout. Oui, et tout ça grâce à Raoul Breton. Parce que j'ai obtenu la fameuse place de Coursier. Là, chez Raoul Breton, 3 rue Rossini, je rencontre évidemment, le premier que je rencontre célèbre, c'est Charles Trenet, qui me dit « Qui êtes-vous » Il arrivait du Canada. Il était arrivé le matin même de Montréal. Je le revois, il avait une veste en madras, tout bronzé.
il rentre dans le bureau du marquis, de Monsieur Breton, et il me regarde et il me dit « Qui êtes-vous » Alors je lui dis bah, « Je suis le nouveau coursier des éditions Breton. » Il me dit « Vous, un coursier ?» Alors, Monsieur Breton est là, il dit « Oui, Charles, c'est notre nouveau coursier. » Il dit « Ah, ça, racontez ça à qui vous voulez, mais pas à moi. » Alors, je trouvais ça bizarre. Alors, là, Raoul Breton lui dit « Mais alors, si c'est pas notre coursier, c'est qui ?» Il dit « C'est qui ? C'est l'enfant que j'ai eu avec la marquise. » La marquise, c'était sa femme. C'était sa femme, la femme de Raoul Breton. Ouais. C'est l'enfant que j'ai eu avec votre femme. Alors, Monsieur Breton, qui avait beaucoup d'humour, se met à rire. Moi, je ris évidemment aux éclats. Et puis, il me dit « Qu'est-ce que vous faites ce soir ?» Je lui dis « Ce soir, je vais retourner à Saint-Mandé, chez ma mère, comme d'habitude, où j'habite une chambre de bonne. » Il me dit « Écoutez, c'est mon anniversaire, on va me le fêter au Grand Véfour, et je tiens à vous emmener avec moi. » Là-dessus, il y avait Madame Breton qui venait d'entendre ça, et qui ouvre la porte du bureau de son mari, et elle lui dit « Charles, vous n'allez pas commencer à débaucher mon personnel ?» Et il lui dit « Mais non, c'est pas votre personnel, c'est l'enfant que nous avons eu ensemble. Donc il est bien normal de l'inviter à mon anniversaire. » Et il commence un peu à s'énerver et tout, et il dit « Écoutez, si vous voulez pas qu'il vienne, j'irai chez un ami de mon père qui a une pizzeria rue de Richelieu, et je l'inviterai, et on boira du rosé toute la nuit. » Et elle dit « Ah ben non, tous vos amis vous attendent au Grand Véfour, et si vous saviez qui il y a là-bas, vous ne pourriez pas parler de cette façon-là et tout. » Et puis finalement, parce qu'elle voulait pas que elle voulait pas mélanger tout. Et puis finalement, il m'a emmené, et à peine arrivé, il me présente à Mireille, du Petit Conservatoire. Il lui dit, je présente Jean-Jacques Debout, qui chante très bien, alors qu'il m'avait jamais entendu chanter. Hein, il chante très bien. Ah bah, puisque vous chantez bien, je viens de monter un cours qui s'appelle le Petit Conservatoire. J'espère vous y voir. C'est comme ça que j'y suis allé. Et puis, après, il me présente à Joseph Kessel, qui était là, qui était très sympa, Et puis, après Kessel, il va vers Charlie Chaplin, qui était là avec sa femme magnifique, cette femme brune qui était Oana. Oana, oui. Oui. Et alors, il me présente à Chaplin, avec ses yeux bleus, qui me fait un sourire. La femme très gentille. Et puis, il y avait aussi Colette, qui était là. Colette était encore en vie à ce moment-là. Oui. Et alors, il me présente à Colette, que je connaissais un petit peu, parce que ma grand-mère avait été présidente de la Société des gens de lettres, et elle était très amie de Colette. Mais Colette s'en souvenait un peu, mais elle ne savait pas trop qui j'étais. Alors, je lui ai dit, je suis le petit-fils de Clarisse Loyau-Debout, qui est une amie à vous. Ah oui, comment va-t-elle et tout. C'était pour ma grand-mère qu'elle avait écrit La femme cachée. C'est fou, roman, hein. La femme cachée. Et c'est comme ça que tout a démarré. Mais il y a eu d'autres choses depuis, parce qu'il y a une autre date que j'ai repérée qui est importante pour vous. C'est le 26 janvier 1974. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Jacques Debout. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Jacques Debout. Retour sur scène après 15 ans d'absence le 22 mars au Bal Blomet à Paris. Un événement qu'on va évoquer tout à l'heure. Mais un autre événement le 26 janvier 1974 à la télévision. Vous êtes déguisé en Auguste Renoir pour chanter avec Sylvie Vartan. Parce que c'est beau la peinture en couleur. À vos pinceaux, messieurs les amateurs. Mais ne dérangez pas les canotiers, les ombrelles pourraient s'envoler. C'est un top qui est resté dans les mémoires, un top A. Oui. Et c'est vrai que c'est sur Internet, c'est un des clips les plus suivis, cette chanson. Et c'est vrai que Renoir, en plus, je ne sais pas si vous le savez, il avait suivi des cours de musique avec Charles Gounod dans ses jeunes années. Je l'avais lu, mais avant d'être peintre. Alors, la peinture, c'est l'une de vos passions, de toute façon. Ah bah oui, moi, je pourrais pas m'en passer. Et puis, ma grand-mère peignait aussi, celle qui était écrivaine. Elle peignait, et puis elle connaissait tous les peintres. Elle était amie avec tous les grands peintres de Montmartre de l'époque, puisque moi, je traînais avec elle, elle habitait Montmartre. Hein. Alors, et puis, j'ai connu Picasso, j'étais quand même assez jeune, parce que j'étais ami avec sa fille Maya. Alors Maya, des fois, m'emmenait quand il avait son atelier sur les quais derrière le grand restaurant. Là. Oui.
Alors, mais j'ai toujours aimé les peintres. J'ai toujours aimé cette ambiance des peintres. Et d'ailleurs, Goya, Chantal Goya, c'est aussi une allusion à la peinture. Un peu. Parce que Oui. c'est un tableau de Goya qui vous a fait penser de la rebaptiser Chantal Goya. Oui, puis j'avais écrit aussi une chanson pour Juliette Gréco. Ah bah voilà. Et il se trouve que, alors les Carpentier, pourquoi j'en parle? Parce que les Carpentier ont été très importants dans votre vie. Tous les top A, tous les numéros 1 qui sont devenus légendaires, eh ben, vous y avez participé beaucoup en coulisses. Oui, j'étais heureux. Maritime me disait, tu as une carte blanche, tu fais ce que tu veux. De toute façon, j'aime tellement tout ce que tu fais et puis les artistes sont contents que tu les habilles avec tes chansons et pendant 11 ans, j'ai travaillé pendant 11 ans pour eux. En coulisses, pratiquement. En coulisses, bien sûr. Il m'arrivait d'écrire 16 chansons dans la semaine. Hein. C'est fou. Oui, mais j'étais heureux. Alors, vous vous retrouviez le lundi dans leur appartement de la rue Guilmer. Oui, dans là-haut, dans le... Au 5e étage. Oui. Mais c'était, comment on appelle ça? Tu sais, quand il y a 2 étages. Il y avait un duplex. Oui, un duplex. Alors, on s'asseyait par terre, et puis Gilbert nous servait des petits verres de whisky. Oui. Et puis, alors, il y avait souvent Jean-Claude Brialy, il y avait Jean Poiret, que j'aimais beaucoup. Poiret écrivait aussi pour eux des scènes de théâtre pour Jacqueline Maillan, ce qu'ils avaient de bien, ces Carpentier, c'est qu'ils mélangeaient les gens de variété avec des gens du théâtre. Et ça donnait, le samedi, des choses inattendues pour le public. Oui, et en plus, c'était préparé le lundi et diffusé le samedi en direct. Voilà. C'est une performance qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Non, parce qu'aujourd'hui, ils ont tous des agents qui peuvent s'y opposer, alors qu'à l'époque, moi, je disais à Michel Sardou, écoute... dans 2 jours, on va tourner une séquence où j'ai fait une chanson avec Johnny qui est en GI. Et puis, toi, tu vas être aussi en GI avec lui. Puis vous allez draguer une jolie fille, une pin-up qui passe assise sur un camion, qui va être Sylvie Vartan. On va voir ses jambes et tout. Et toi, Johnny va s'appeler Harry. Et puis toi, William. Et puis vous allez la draguer... tu sais, comme un tableau de la libération de Paris, quand il y avait toutes les jolies filles sur les camions avec les Américains et les FFI qui les draguaient. Eh ben, il était là le lendemain, mais il n'y avait pas d'agent qui s'y opposait. Aujourd'hui, tu peux plus faire ça. Mais Sardou, d'ailleurs, demandait des choses complètement folles à Carpentier. Il voulait des vaches et des moutons dans le studio, et une piscine un jour. Oui, mais il me faisait rire, Michel. Mais je l'aime toujours beaucoup. Mais puis il se mettait en colère des fois. Il était un peu pétardier. Mais alors ce qui était bien, c'est que un quart d'heure après, il savait plus ce qu'il avait dit. Non mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans le salon du Carpentier, vous aviez aussi bien Dalida que Nana Mouskouri que certains. Tout le monde venait. Mais tout le monde. Mais Dalida, c'était un ange. Un ange. Un jour, Maritime me dit, tu peux pas lui écrire une chanson de revue un peu avec des boys. Et je réfléchis, je lui dis, bon, il n'y a aucun problème. D'accord. Alors Dalida, elle était en tournée à ce moment-là. Alors elle dit, mais comment je vais faire pour l'enregistrer si je suis en tournée et tout? Et je lui dis, mais c'est pas grave, donne-nous un soir où tu es à Paris. Oui. Et puis on a été chez le fameux Estardi, là, qui pouvait enregistrer à pas d'heure, parce qu'il vivait dans sa bulle. C'était un ingénieur du son formidable, Estardi. Et puis on a été enregistré, comme disait la Mistinguette, voilà, qui est devenu un grand succès qu'elle a mis après dans son spectacle du Palais des Sports. Exactement. Et il se trouve que, je ne sais pas si vous savez, mais au rez-de-chaussée de cet immeuble rue Guilmer, qui était au 34, il y a eu un locataire très célèbre qui était François Mitterrand. Ah, je savais pas. Il a habité là. Je ne savais pas. C'était une autre époque. Alors, ce qui était extraordinaire, c'était le studio 17 au but de Chaumont, où on pouvait tout faire parce qu'il y avait des costumes et des décors, mais à profusion juste à côté. Ah oui, qui était tenu par Michel Freinet, oui, qui était un très bon un artiste formidable. Mais oui, mais il y avait tous les costumes qu'il fallait. Et puis il y avait aussi l'atelier de construction de décors. Oui. Il y avait tout ça. Et très honnêtement, si je peux dire un petit mot,
ces buts de Chaumont qui avaient été construits pour les artistes de la télévision française, avec tout ce qu'il fallait. J'ai pas compris comment un jour ça a été vendu pour faire de l'immobilier. C'est ridicule parce que pour une fois, la France avait des vrais studios pour faire de la télévision. Après, il fallait aller dans la plaine Saint-Denis, dans enfin bon. C'est autre chose. Oui. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que c'était vraiment une grand-messe le samedi soir. C'était en direct, il fallait pas se tromper. Et vous étiez là, presque tout le monde avait peur, pratiquement. Bah oui, on avait peur, parce qu'on avait peur qu'il y ait des petits accros. Mais en général, ça se passait bien. Alors, ce qui se passe bien aussi, c'est des locations au Bal Blomet. Je sais que tout va très bien. Et au Bal Blomet, vous chanterez, entre autres, cette chanson. Alléluia, Alléluia, c'est ma chanson pour toi, mon Dieu. Alléluia, Alléluia, c'est ce que je sais faire de mieux. Alléluia, c'est un mot qui vient de l'hébreu qui signifie louer Dieu. Voilà. Comment est née cette chanson? Alors, j'habitais rue des Saints-Pères à l'époque, et puis l'après-midi, j'allais souvent au Demago boire des verres et puis rencontrer des artistes. Alors, je voyais souvent Juliette Gréco, que j'aimais beaucoup, et puis je voyais aussi des comédiens. Et puis, il y avait un prêtre qui était là, souvent, qui venait, et qui s'appelait De Fato, Guy De Fato. Et un jour, il me dit, vous savez que je suis le révérend père des musiciens de jazz de Saint-Germain-des-Prés. Ah bon? Et il me dit, oui, je suis un ami personnel de Claude Luther, j'ai baptisé le fils de Sidney Bechet, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et je trouvais ça formidable. Et il me dit, dimanche après-midi, il y a un orchestre américain avec des jeunes qui viennent avec des guitares et je vais leur ouvrir l'église de Saint-Germain-des-Prés pour... ils vont jouer, ils vont faire du rock'n'roll. Je vais leur ouvrir l'église parce que c'était un jazzman. Lui, il jouait de la contrebasse avec moustache au club Saint-Germain, rue Saint-Benoît. Les clubs de jazz de l'époque, oui. Le Guy De Fato, qui était le curé de l'église de Saint-Germain-des-Prés. Et ça vous a donné l'idée de cette chanson? Eh ben oui, j'y suis allé, mais seulement la moitié des fidèles qui étaient là, on virait les jeunes, ils voulaient pas qu'ils jouent de la guitare dans l'église. Ça s'est terminé en pugilat, dehors sur le parvis, et du coup, ça m'a donné l'idée d'écrire cette chanson. Alors, au Bal Blomet, il y aura cette chanson, mais il y en a une autre en ouverture, et curieusement, cette chanson n'est pas de vous. Je t'envoie 6 feuilles mortes de San Francisco. Des poissons volent, volés, avalent. 6 feuilles mortes de San Francisco de Mouloudji, et vous allez ouvrir le Bal Blomet avec cette chanson, Oui. de vous. Pourquoi? Parce que c'était mon grand ami. J'ai rencontré Mouloudji, j'avais à peu près 15 ans. Et je l'avais rencontré dans la rue. Et je lui avais parlé très gentiment. Il m'avait invité pour le soir à le voir chanter. C'était la première fois qu'il passait en vedette aux Trois Baudets. Et je suis allé le voir. J'ai eu un choc de voir cet artiste, tellement il était à l'aise, tellement il était intéressant. Il avait un sourire magnifique. C'était un archange. Et puis après, j'ai été le revoir dans sa loge, et puis il m'a dit, si vous voulez, on peut aller boire ou manger un petit truc, parce que à ce moment-là, il y avait plein de restaurants ouverts, des brasseries ouvertes à Pigalle. Et puis, j'ai plus jamais quitté Mouloudji. Je le voyais régulièrement. Et c'est même lui qui m'a encouragé à chanter et à faire du tour de chant. Et Mouloudji, qui est un peu oublié aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote surprenante. Pour le centenaire de Mouloudji, voici quelques mois, la maison de disques Universal, pour ne pas la citer, décide de faire un hommage à Mouloudji. Donc on réunit tous les directeurs artistiques, il faut présumer tel, et on dit, est-ce que quelqu'un sait qui est Mouloudji? Silence total dans la salle. Et quelqu'un lève le doigt et fait « le métèque ». C'est vous dire s'il y a du boulot dans la chanson française aujourd'hui. Oui, mais ça ne m'étonne pas. Et en même temps, c'est pas si grave que ça, parce que... moi, je vois bien, mais même Charles Trenet, moi, des fois, je prends un taxi, par exemple, il m'arrive de rencontrer
des jeunes, des fois des moins jeunes, et je leur dis qu'est-ce que vous pensez de la chanson française? Oh ben on sait pas trop, ben on écoute ce qu'on nous passe à la radio. Et puis des fois je leur dis vous connaissez Charles Trenet? Qui? Charles Trenet? Oh, ma grand-mère de temps en temps parlait de lui, mais je vois pas très bien qui c'est. Alors je lui dis vous savez, c'est lui qui a écrit La Mer, qui a fait chanter le monde entier. La mer qu'on voit danser le long des golfes. Eh ben ils ne savent pas. Oui, il y a du boulot. Mais heureusement, vous êtes là et vous continuez à chanter. Et on va évoquer justement la date importante du 22 mars 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Jacques Debout. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Jacques Debout, donc on en parle depuis le début de cette émission. 22 mars 2025, retour sur scène au Bal Blomet pour un concert exceptionnel, le Bal Blomet que vous avez chanté. Les années folles venaient de découvrir le Bal Blomet. Les années folles inventaient cet étrange cabaret. Les années folles. Alors, vous chantez le Bal Blomet au Bal Blomet, c'est pas sans raison. Ah non, c'est parce que j'aime cet endroit. Mais quand j'ai écrit la chanson, je savais que le Bal Blomet venait d'être restauré par Monsieur Cornu et sa femme. Ils ont fait un boulot, mais d'enfer. Ils sont restés pendant 8 ans en travaux pour sauver cet endroit, dont on a fêté les 100 ans il n'y a pas très longtemps, quelques 2-3 mois, pas plus. Et j'y suis allé. Et puis j'ai rencontré donc le patron. Et il me dit, je voudrais vous féliciter d'avoir écrit cette chanson sur votre dernier disque qui s'appelle Le Bal Blomet. Mais il me dit, comment vous saviez tout ça? Parce que vous dites dans la chanson exactement tout ce qui s'est passé là. Et je lui dis, ben parce que j'avais connu, et je la connais toujours, la fille d'André Breton, Aube Breton, qui me parlait souvent du Bal Blomet, où son père, André Breton, allait à l'époque où il a créé le mouvement Dada, des dadaïstes, et puis des surréalistes. C'était le temple des surréalistes de Montparnasse. C'était la fête permanente à Montparnasse, tous les soirs au Bal Blomet. Bien sûr. Il y avait tous les musiciens de jazz possibles et imaginables. C'est comme ça que Picasso, un jour, a rencontré un clarinettiste à Montmartre. Il lui a dit, tu peux venir samedi parce qu'on va ouvrir un endroit pour les artistes de Montparnasse. Un peu, tu sais, comme dans le film, le cercle des amis disparus. Le cercle des poètes disparus. Oui, alors ils avaient trouvé un ancien garage désaffecté, et puis ils avaient décidé de se réunir là. C'est-à-dire les sculpteurs, Giacometti, les écrivains de l'époque aussi, puisqu'il y avait Simenon. Simenon, c'est là où il est tombé amoureux de la jeune danseuse qui est arrivée. Et puis là, Picasso avait dit aux musiciens, il lui avait dit, c'est l'époque de la Begin. Hein. Oui. Alors il lui avait dit, viens avec une belle fille. Et puis pendant que tu vas jouer, j'espère qu'elle va se déshabiller et tout. Et puis pendant ce temps-là, moi je pourrais la dessiner et tout. C'était un endroit qui était un peu destiné à ça. C'était Joséphine Baker, la jeune femme. Et la jeune femme, la jeune fille devient Joséphine Baker. Et le clarinettiste, il devient Sidney Bechet. Et voilà. Il se trouve que ce lieu, c'était une ferme-grange à la fin du XVIIIe siècle qui a été reconvertie en commerce de vin avant de devenir un cabaret. Alors, ce retour sur scène, pourquoi après 15 ans, vous décidez, Jean-Jacques Debout, de faire un concert pour un soir et peut-être pour plus? Eh bien, parce que l'endroit me plaisait beaucoup. Et puis, j'y suis allé un soir pour applaudir une grande artiste que j'aime beaucoup. Et alors, le problème, c'est qu'il y avait la queue dehors, il n'y avait pas de place, c'était compliqué et tout. Puis alors, j'étais avec mon copain, là. Alors, on a fait un peu de forcing, et puis je suis tombé sur le patron, Monsieur Cornu. Et je lui ai dit, ça me ferait tellement plaisir de l'avoir chanté, Isabelle Georges. Oui. Et puis il me dit, je vais vous faire passer, bon, vous serez peut-être pas bien assis, mais je vais vous faire descendre et tout. Et alors finalement, gentiment, il nous a invités. Alors je cherchais pas à être invité, je voulais acheter des places. Et tout d'un coup, je vois cet endroit.
j'ai eu un choc où je revoyais tous les artistes qui avaient défilé là, tous les peintres, tous les sculpteurs, toutes les personnalités attachantes. Alors, il y avait des photos de Jacques Prévert, même Mistinguett venait là. Il y avait tout. Tout ce que j'aimais, toutes les âmes des artistes que j'aimais se trouvaient là, inscrits sur les murs du Bal Blomet. Oui, mais vous aviez plus envie de chanter sur scène, Jean-Jacques Eh Debout. ben, l'endroit m'a donné envie de rechanter. Voilà, c'était pour vous dire ça. Voilà. Quand j'ai vu l'endroit, secrètement, je me suis dit, si un jour tu rechantes, peut-être même pour une dernière fois, c'est là que j'aimerais chanter. Donc vous avez établi un récital avec des chansons que vous aimiez, du dernier album et d'autres qui ont marqué votre carrière. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que je vais faire le 22 mars. Alors parmi ces chansons, il y a celle-ci. Toi Frida Kahlo et Diego Rivera, c'est par la peinture que s'exprime votre joie d'éclairer le monde et la vie. Frida Kahlo, vous êtes à l'époque où personne n'en parlait, vous l'avez découverte. Oui. Vous avez découvert ses œuvres à Mexico, je crois. Oui, à Mexico, parce que j'étais ami avec Arnold de Contade, qui était le frère de Anne d'Ornano, qui à l'époque était la mairesse de Deauville. Et Arnold avait hérité du château de son arrière-grand-parent, qui était le maréchal de Louis XIV, le maréchal de l'armée de terre, qui a ce château à Montgeoffroy, pas loin de Angers. Et j'allais souvent passer des week-ends chez Arnold, que j'aimais beaucoup. Et il avait une très très jolie femme. Et puis un jour, il me dit, tu veux pas accompagner Anne-Marie à Mexico, qui va aller rechercher ma mère? Et je lui dis, comment rechercher ta mère? Il me dit, oui, maman avait quitté mon père à la fin de la dernière guerre, et elle avait épousé un pilote qui était le copilote de Saint-Exupéry. Puis alors, il est resté à Mexico, il a monté une banque, il a fait fortune, il a même prêté de l'argent au gouvernement de Mexico. Et ma mère tient une galerie de tableaux pour passer le temps. Et maintenant, elle voudrait revenir à Montgeoffroy, finir sa vie. Et il faudrait faire un premier voyage et puis un deuxième voyage où elle reviendra avec Anne-Marie. Et pour le premier voyage, Anne-Marie, gentiment, il m'a fait venir avec elle à Mexico. Et quand on est arrivé là-bas, je rencontre donc Madame de Contade, qui s'appelait Madame de la Rosière, puisqu'elle avait épousé cet homme qui s'appelait de la Rosière. Et elle me dit, est-ce que vous voulez que je vous montre ma galerie de peinture? Ah, je lui dis, Madame, oui. Je savais de nom qui était Frida Kahlo. En plus, j'en avais vu un dans le bureau de Daniel Philippaki. Mais il y avait déjà un certain temps. Et puis, elle me dit, venez, je vais vous emmener. Et on va à sa galerie. Et tout d'un coup, je vois 50 Frida Kahlo sur les murs. Et je lui dis, mais comment vous avez connu Frida Kahlo? Ah ben oui, elle me dit, c'est moi et mon mari qui se sont beaucoup occupés d'elle et de défendre ses œuvres. Et du reste, vous voyez que toutes ces œuvres qui sont accrochées sur les murs de ma galerie, je viens de les donner au gouvernement de Mexico en souvenir d'elle. Et là, elle m'a emmené voir tout. Et puis les œuvres aussi de Diego Rivera, qui était aussi Absolument. un grand artiste. Alors il se trouve qu'elle a changé sa date de naissance, je ne sais pas si vous le savez. Non. Elle est née le 6 juillet 1907. Et elle a changé pour le 7 juillet 1910, non pas pour se rajeunir, mais pour que ça corresponde au début de la Révolution mexicaine. Ah, c'est formidable. Extraordinaire. Oh oui. Autre chanson formidable aussi, qui sera aussi au Bal Blomet, La Pergola. C'est à la pergola, rêve de la Coire-d'Enrée, où j'adorais te retrouver, au milieu des copains qui parlaient de voiliers, avec quelques marins qui venaient pour Ça, c'est des souvenirs d'enfance de l'île de Ré. Vous êtes très attaché à l'île de Ré, et bien avant qu'il y ait du monde sur l'île de Ré, vous avez traîné vos guêtres d'enfance. Oui, parce que j'avais rencontré sur la plage de la Couarde, où je parle de la pergola, un garçon formidable qui jouait de la guitare
et que j'aimais beaucoup, et qui s'appelait Olivier Despax. Disparu trop tôt. Trop tôt, bien trop tôt. Et il jouait vraiment comme un dieu. Et sa maman avait connu Django Reinhardt, et c'est comme ça qu'elle lui avait confié son fils. Et c'est Django lui-même qui lui a donné ses premiers cours de guitare. Et moi, comme je jouais un petit peu de clarinette, à l'époque, je me prenais un petit peu pour Sidney Bechet. Et il y avait un vieux blocos sur la plage, et on faisait danser toute la jeunesse de l'époque dans le blocos avec des bouteilles de Chianti et des bougies dessus pour faire danser la jeunesse de l'époque. Et c'est un peu un souvenir de toutes ces années-là que j'ai écrit La Pergola. Et c'est vrai que ce sont vos débuts sur scène. Ah oui. Oui, parce qu'il y avait un orchestre qui était passé, qui s'appelait l'orchestre de Marcel de Bernard. Et alors, il faisait des concours de chant. Et puis, j'ai un copain qui m'avait inscrit au premier concours. Et puis, je l'avais gagné. Et puis, alors, le lendemain, il était carrément à Ars-en-Ré, un peu plus loin. Et puis, alors, il m'avait remis encore dans le concours de chant, que j'avais regagné. Et puis à la fin, celui de Saint-Martin-de-Ré, j'avais gagné aussi. Et puis après, ma mère était venue regarder ce qui se passait. Et puis, ce Marcel de Bernard dit à ma mère, « Vous voulez pas qu'on l'emmène avec nous en tournée, puis on vous le ramènera parce que je dois jouer fin septembre au Casino de Châtelaillon, et quand on sera à Châtelaillon, ben on vous le ramènera à l'île de Ré. » Et je suis parti en tournée avec eux. Et tous les soirs, je chantais dans les balles publiques, c'est-à-dire ce qu'on appelait les parquets. C'était il y a très longtemps, et au Bal Blomet le 22 mars, vous terminerez le spectacle par cette chanson. Au revoir, mais pas adieu, puisque l'on s'en va. Au revoir, mais pas adieu, on se retrouvera. Le théâtre est fermé, Julien, tu jouais les Arlequins. Tu loupais ton entrée, mais ça fait rien, on s'amusait bien. Oh, que tu étais Alors jolie. cette chanson, Au revoir mais pas adieu, c'est pas un adieu le Bal Blomet, c'est un au revoir. Oui, à mon âge, quand même, on ne sait pas trop ce qu'on peut devenir, hein, tout d'un coup. Oui. Voilà, j'avais écrit cette chanson sur la demande de Jean-Claude Brialy qui m'avait téléphoné et qui m'avait dit « Tu peux pas écrire un final pour Joséphine Baker, car je vais mettre en scène sa dernière revue à Bobino. » Et à l'époque, on venait tous d'apprendre que Bobino venait d'être vendu. Pour faire, on ne savait pas trop quoi. Mais c'est comme ça qu'ils ont fermé Bobino en montant la dernière revue de Joséphine Baker, pour qui j'ai écrit cette chanson « Au revoir mais pas adieu » et qui nous a quittés 3 jours après. Ouais, et qui est morte au lendemain de la première officielle, c'est la ça. Générale, où il y avait le tout Paris, et tout Monaco qui était là. Et voilà, et c'était Grace Kelly qui avait payé la revue, car elle aimait beaucoup Joséphine Baker. Et grâce à Grace Kelly, c'est le cas de le dire, on a pu voir quand même Joséphine chanter pour la dernière fois. En tout cas, moi, je l'ai vue, Au revoir, mais pas adieu. Donc, je lui rendrai un hommage en chantant cette chanson. Et pour vous, c'est au revoir, mais en même temps, je sais que le Bal Blomet est déjà presque complet, donc ça veut dire que vous avez presque envie de continuer, Jean-Jacques Deveau. Oui, mais parce que... Bien sûr qu'on a envie de continuer. Vous pouvez pas vivre sans chanter. Ben bien sûr, parce que quel est l'artiste qui a chanté toute sa vie et qui tout d'un coup n'a plus envie de chanter? Je pense qu'il y en a pas beaucoup, sauf si malheureusement une maladie survient et que là, mais non, si je peux encore chanter. Alors je dis pas que j'irai chanter tous les soirs, mais de temps en temps, ça me fera plaisir de retrouver un peu le public. Oui, parce que le public vous aime et vous avez des souvenirs tellement puissants, tellement forts, que vous avez des choses à raconter et à chanter. Ah, je parlerai aussi un peu de ma vie, des chansons que j'avais écrites avec Barbara, et puis des chansons que j'avais écrites aussi pour Marlène Dietrich. Voilà, alors c'est pour ça que je dis que cette soirée au Bal Blomet le 22 mars, c'est un au revoir mais pas un adieu, et vous y retournerez et vous reviendrez en parler dans les clés d'une vie. Ah, ça me ferait plaisir. Ah bah nous aussi, parce que vous avez tellement de choses à dire, je crois qu'on n'aura jamais assez toute une vie pour vous raconter à travers des clés. Merci beaucoup, Jacques. Merci, rendez-vous au Bal Blomet, Jean-Jacques, et à très bientôt. À bientôt. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt, restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.